Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet autre webinaire du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du repreneuriat sous le thème « Passer de la performance à l'excellence ». Donc, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Il y a un public assidu qui a participé déjà à plusieurs de nos webinaires et je reçois beaucoup de commentaires et on apprécie en passant vos commentaires. C'est vraiment énergisant pour nous et pour tout le travail qui est fait. Avant de passer à notre invité, je tiens encore une fois à remercier Bronco Marketing et GB Studio de Québec qui font un travail exceptionnel pour le déroulement de ce webinaire et également pour rendre disponible la rediffusion des webinaires pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'assister en direct. Donc, je vais vous revenir à la fin de ce webinaire-là aujourd'hui avec des indications comment aller chercher les webinaires qui sont passés. Donc, aujourd'hui, on va parler de leadership durable. Donc, comment gérer et sortir des boîtes, de notre boîte et de l'ensemble des boîtes à l'ère du numérique. Donc, gérer en dehors des boîtes à l'ère du numérique, conférence qui nous est présentée par Michel Salman. Michel Salman, qui est un conseiller en ressources humaines agréé. Michel, qui œuvre également dans le domaine du leadership, de modèles d'accélération de leadership, entre autres, qui collabore beaucoup avec Défi Montréal. Et dans cette conférence, Michel va aborder les éléments essentiels à l'ère du numérique, comment se positionner et comment aborder une transformation qui va nous permettre de nous dépasser puis de sortir des méthodes traditionnelles, des modèles traditionnels et développer davantage d'agilité, de collaboration et de collaboration humaine. On va parler également d'anticipation. Donc, quand on parle de leadership, la grande capacité de pouvoir se renouveler, se réinventer et d'anticiper. Donc, Michel va nous partager des stratégies, intégrer des pratiques durables et centrées sur l'humain, la mobilisation intelligente et collective pour relever les défis de demain. Puis, on va parler de leadership innovant pour s'adapter aux mutations qui sont constantes et régulières dans notre économie. Donc, préparez-vous à vivre une belle et une enrichissante expérience et à faire briller votre impact comme leader en entreprise. Et sans plus tarder, j'invite Michel Salman à prendre la parole. À toi, Michel. Bonjour et merci, François. C'est un vrai privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, Michel Salmon, conseiller ressources humaines agréé. On parle souvent de ressources humaines et de leadership. Puis en fait compte, je vais apporter aujourd'hui un élément de dire que la fonction de ressources humaines est là pour habiliter les gestionnaires dans la pratique de leur leadership versus nécessairement les désintermédier. Alors, et je trouve que parfois, c'est pas ça qui est fait. Alors, c'est qu'on revient ici à vraiment mettre les bons rôles à la bonne place. Mon expertise spécifiquement, c'est une expertise en design organisationnel, design de rôle et design d'équipe performante. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à un de mes clients avec la photo en arrière guichet que vous avez ici sur la présentation, qui est un GPS. Dans le temps, j'utilisais la boussole. Une boussole, ça pointe vers le nord, alors ça dit quelle direction aller. Il dit, Michel, tu fais beaucoup plus que ça. En fin de compte, tu es plus comme un GPS. Tu nous dis non seulement à où qu'on doit, dans la direction qu'on doit aller, mais tu nous aussi, on nous explique les différentes routes possibles selon où ce qu'on a besoin d'aller, donc la destination elle-même. Mais après ça, on a plusieurs routes. Et je pense que ça reflète justement les éléments qu'on va parler ici, de gérer en dehors des boîtes. Il y a toujours plusieurs sentiers ou plusieurs routes à prendre pour se rendre à une destination. Et ça va dépendre, en fin de compte, de votre raison d'être, ça va dépendre de vos valeurs, ça va dépendre aussi de vos buts organisationnels et des gens que vous avez. Et c'est tout ça qu'on parle aujourd'hui quand on parle de gérer en dehors des boîtes. Et comment j'ai appris ça? Ben, j'ai travaillé avec énormément de compagnies, de très grandes compagnies. J'ai commencé chez Nortel, Bell Northern Research, à 18 000 employés. J'ai quitté 10 ans plus tard quand il y en avait 97. J'ai travaillé avec ce qui est devenu BCR Emergis, qui a commencé avec 300 employés et 3000 18 mois plus tard.
avec aucune fonction ressources humaines. On avait fini avec une vingtaine de personnes avec une structure bien adaptée, 12 acquisitions. Je l'ai refait avec Hyperchip, qui était une compagnie en avril de 30 employés. Je me suis joint à eux le 1er janvier, donc 8 mois plus tard, avec un VP Finance puis le VP Ressources humaines que j'ai pris le rôle, avec une entreprise qui était rendue à 250 employés. Et en fin de compte, devait encore tripler de grandeur dans les prochains 24 mois. Et ensuite, j'ai fondé l'UMAS en 2002 et travaillé avec des centaines d'entreprises en croissance de toute taille. La grosse différence, c'est essentiellement un point clé. On vit dans beaucoup plus de complexité aujourd'hui. Et ça, c'est un facteur majeur. Il y a 20 ans, j'aurais dit, je travaille avec les compagnies technologiques. Aujourd'hui, je travaille avec des OSBL, des compagnies de services, des compagnies technologiques et des compagnies traditionnelles parce qu'on vit tout ce changement-là. Donc encore, gérant dehors des boîtes, j'espère que vous appréciez aujourd'hui différents éléments. J'aime cette citation de Anatole France. Apprendre à regarder en arrière depuis le futur, mais agir maintenant. Je pense que ça apporte cet élément-là de pleine conscience, de se projeter dans un avenir qui est flou, apprendre du passé, mais de peut-être agir versus réagir à nos situations d'aujourd'hui. Et donc, deux petits points d'ancrage qui sont importants. Le concept du VICA, je ne vais pas y passer énormément, mais c'est que on a des événements plus volatiles, beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup plus de complexité, d'ambiguïté. Ben, quand on commence à parler de notre état d'esprit sur comment qu'on aborde la prise de décision, à comment qu'on aborde la résolution de problèmes qui deviennent de plus en plus complexes, ce que cela veut dire, en fin de compte, c'est que notre historique ne peut plus prédire le futur. Le changement est tellement accéléré qu'on est en train de travailler avec des nouvelles modes, mais comme humain, en fin de compte, la partie leadership durable, on a des rails, comment qu'on fait pour se sortir de ces rails-là. Et ça, c'est un défi de tous les jours en termes d'individus, en termes d'équipe, comité de direction, les CA, toutes les équipes fonctionnelles, mais aussi l'organisation. Le deuxième élément qu'on sort, c'est banni, donc les choses sont plus brisables. On est plus anxieux, l'élément de stress. Je connais un expert qui travaille avec les Fortune 100 au Canada et aux États-Unis qui dit, Michel, les comités de direction sont tellement dans le carcan du 3 mois à performer qu'ils ne peuvent plus, en fin de compte, se projeter dans le futur, faire un plan stratégique. Ça lui prend 3 à 9 mois à travailler l'équipe pour être capable de faire du planning au-delà des échéanciers de 30, 60, 90 jours. Alors, en fin de compte, nos processus de gestion sont brisés. C'est non linéaire, donc cette côté de prévisibilité. Et on travaille aussi avec des paradoxes aujourd'hui de plus en plus, donc les choses sont incompréhensibles. Et ça fait en sorte que notre futur, c'est du brouillard. Alors, comment naviguer sur une route avec du brouillard et être performant et agile sont les éléments qu'on revient dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires à ce point-ci? Je suppose. Donc, je continue. Donc, en fin de compte, un des éléments ici, je crois que vous allez tout avoir accès pour votre participation à un e-book sur les tendances et pratiques de pointe. J'aimerais en ressortir quelques-unes qui sont importantes en termes de contexte. Ensuite, on pourra parler des pistes de solutions. À l'intérieur de ça, en fin de compte, dans l'ère numérique, ça provoque une transformation avec tous ces éléments-là, le VUCA, etc. Donc, il faut se re-questionner et réinitialiser des attentes et des normes de conduite. En fin de compte, il faut le faire au niveau individu. Il faut le faire au niveau des équipes aussi, surtout avec le comité de direction pour vraiment aller chercher ce que j'appelle cette cohérence-là et cet élément qui crée un environnement harmonieux. Maintenant, harmonieux ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits, mais ça veut dire qu'on sait comment les réconcilier. On a des processus pour les faire. Alors, en fin de compte, un des grands problèmes que je vois avec les entreprises de toute taille, c'est qu'on emprunte les modèles de grandes entreprises qu'on essaie de mettre dans les petites entreprises. Et ça, je crois que c'est un modèle qui est cassé. Donc, moi, je travaille énormément avec les entreprises ça fait partie de l'élément de briser la boîte, de regarder les talents uniques des fondateurs d'une entreprise, que ce soit une famille, des fondateurs, un entrepreneur ou une équipe de direction qui vient des entreprises et pas nécessairement former des boîtes traditionnelles. Je donne un exemple. On avait un startup avec 2 personnes, c'était un homme, une femme, puis le monsieur avait pris le rôle du directeur du développement des affaires, puis la dame avait pris le rôle de directeur des opérations.
Et ça faisait 3 ans qu'ils œuvraient en entreprise, puis que les ventes ne levaient pas. On commence à faire un diagnostic de leur structure. On se parle de qu'est-ce qui bloque. On avait fait quelques sondages dans les aptitudes, dans leurs forces respectives, et ils commencent à me parler de ce problème de développement d'affaires. Ben, le développement d'affaires, c'est un processus, comme un processus de finance, comme un processus ressources humaines, comme un processus marketing ou autre, ou dans les opérations. Donc, on commence à regarder ça, puis on voit en fin de compte que monsieur a les aptitudes pour ouvrir les portes, puis madame, en fin de compte, a les aptitudes pour finir ou closer et de faire la transition dans les opérations. Donc, en fin de compte, on a créé un rôle hybride pour dire, ben, en fin de compte, vous avez besoin de l'un de l'autre dans le développement des affaires, plutôt que faire ce que l'industrie vous dit. Il y a quelqu'un qui soit responsable imputable pour une fonction, puis l'autre pour pas briser les choses. Alors, la grande industrie vient avec une hypothèse de base que, en fin de compte, il faut se structurer dans des boîtes. Et ensuite, ils cherchent à optimiser l'embauche pour une personne. Mais dans un startup, ben, vous êtes ce qui vous êtes. Vous êtes votre fondation. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est l'optimiser et vous entourer correctement. Donc, les hypothèses de structurer votre rôle, vos multiples chapeaux comme entrepreneur quand vous démarrez versus quand vous rentrez en croissance et vous allez bâtir une équipe qui est harmonieuse, elle va être très, très, très différente que la grande entreprise. L'intégration adaptée des processus, des technologies, trop souvent, je vois qu'en fin de compte, les petites moyennes entreprises maîtrisent pas certains processus. Donc, ils cherchent un développeur en vente, par exemple, quand ils ont besoin d'un développeur d'affaires pour ouvrir des nouvelles portes, qui est deux processus différents, parce que ça veut dire qu'on connaît pas encore la démarche exacte pour aller chercher de un client à 10, à 100, à 1000, qui devient répétitif. Donc, on est encore en train de trouver les modes de traction. Ça veut dire que, en fin de compte, les démarches vont être très différentes. Puis l'humain se retrouve au milieu sans repère et souvent en résistance. On est sur nos rails. Donc, c'est vraiment un de ces éléments-là, c'est comment, en fin de compte, nous soulever de nos propres rails. Et ça, on peut le faire au niveau individu, encore au niveau équipe. Puis au niveau de l'organisation, comment que ça favorise, en fin de compte, cet état d'apprentissage quand on veut de la performance tout de suite. Et ça crée des comportements dysfonctionnels. Et un que j'ai mentionné, comme j'ai dit, c'est la minute qu'on crée un but d'avoir une rentabilité par trimestre versus regarder à la rentabilité de l'entreprise vis-à-vis sa capacité de créer de la valeur et avoir des avantages concurrentiels distinctifs, ben cet objectif artificiel peut en fin de compte créer des comportements qui sont pas nécessairement ajustés à la réalité et avoir des éléments désastreux. Le deuxième, c'est qu'on continue à parler de IA, de industrialisation et tout, et on utilise encore des modèles de structuration d'entreprise de 1960. Alors, il faut revenir à humain et humain. Moi, je travaille aussi beaucoup avec l'IA et comment l'insérer dans les rôles, dans les fonctions de façon humaine pour que ça soit au service de l'humain vis-à-vis les objectifs de l'entreprise qui sont pas juste d'aller chercher de la productivité. Il y a cet élément-là aussi que quand on commence à regarder ce qu'on fait, puis la joie de le faire ensemble en équipe, ben on va chercher des productivités naturelles. Et c'est là de mettre tout le monde, on va voir plus tard, de mettre tout le monde dans leurs aptitudes versus leurs compétences. Parce que les compétences, c'est qu'est-ce que je sais faire, mes aptitudes, c'est qu'est-ce que j'aime faire. On regardera ça. Donc, la différence se fait dans le mouvement et de l'enchangement. Donc, il faut mettre l'humain dans cette zone d'attraction et d'interaction entre les humains. Ça veut dire quoi? Ben, la façon qu'on embauche un individu pour un poste, si on prend en compte l'équipe et la dynamique de cette équipe-là, c'est pas juste des compétences. Il y a des éléments de dynamique qui vont faire que cette personne va s'insérer et performer naturellement. C'est pour ça qu'on a des cas où ce qu'on dit, ben, cette personne est rentrée dans cette job-là, et ils ont failé avec telle équipe, telle organisation, puis ils rentrent dans une autre job identique avec une différente équipe, une différente organisation, puis ils réussissent. Ben, ça n'a aucun rapport avec les compétences, ce sont les mêmes. Mais c'est tous ces éléments-là de dynamique. Aussi, le pivot de la posture mentale, c'est tout cet élément-là de on est en réaction normalement versus être en action, d'agir d'une façon cohérente. Pourquoi? On a nos patterns. François, justement, travaille énormément ça avec le concept des saboteurs et ces éléments-là que beaucoup de nos apprentissages arrivent à un très jeune âge, nous programment, puis on les utilise, puis souvent, on ne re-questionne pas la programmation. Alors, cet élément-là de rentrer dans un mode d'agir de manière adaptée, c'est l'enjeu principal pour le futur, pour réussir. Puis, je parle des aptitudes versus compétences, on y reviendra. Qualité des décisions.
ben, en fin de compte, les modèles que j'utilise pour les aptitudes au niveau individuel regardent cet élément-là d'aptitude, ce que j'aime faire, mais en arrière de ça, il y a un élément de système d'équipe. Ça veut dire que ça mesure des facteurs qui sont essentiels au succès de l'équipe quand on regarde les éléments avec une vue de 360 degrés. Donc, c'est qui adresse en fin de compte comment qu'on aborde la résolution de problèmes, parce qu'à la base, une entreprise, c'est ça qu'elle fait. Elle adresse des problèmes pour un client, elle facture pour cette valeur-là, et on continue à évoluer à partir de là. Donc, tout l'aspect qualité des décisions au niveau du comité de direction, la cohérence avec laquelle et à tous les niveaux de l'entreprise devient important. On peut la mapper. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est des technologies et des outils qu'on utilise très peu parce qu'on est encore dans certains carcans de gérer les ressources humaines au PIF à partir d'une première entrevue ou une entrevue de sélection. Et souvent, en fin de compte, on investit beaucoup plus de temps à onboarder une machine ou acheter un morceau d'équipement qu'on le fait avec une entrevue ou deux entrevues, quelques questions pour une personne, peut-être un test et une offre d'emploi pour quelqu'un qui va nous coûter entre 75 et 150 000 par année. Alors, sur une période de 2-3 ans, on parle d'un investissement de 250 à 500 000 dollars juste en salaire. Et imaginez-vous, souvent, on passe un processus d'ingénierie pour un morceau d'équipement de 100 000. Alors, notre système, à un moment donné, il est peut-être mal adapté. Deuxième élément, c'est tout cet élément que je travaille beaucoup, c'est on crée un écosystème interdépendant vivant avec les membres de l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire pour les rôles individuels? Qu'est-ce que ça veut dire pour les membres de l'équipe? Et comment ça s'insère à l'intérieur d'un écosystème d'organisation avec vos valeurs, vos façons de faire? Ça, c'est l'écosystème. Et parce qu'on a des individus, puis on est tous parfaitement imparfaits, ben, parfois, les éléments d'ego rentrent en place. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de travailler. L'autre élément, j'en parlerai pas énormément ici parce que c'est adressé un petit peu beaucoup dans le contexte du e-book, mais cet élément-là d'être plus autonome euh, et le concept d'aller vers l'autogouvernance. On a parlé de pleine conscience beaucoup avec le temps, on le voit beaucoup dans le leadership, mais pleine conscience veut dire que je suis conscient de quelque chose. L'autogouvernance veut dire que je vais agir en conséquence. C'est pas la même chose. Donc, je peux être conscient et continuer à agir pareil et tu m'érailles. Donc, cette partie d'autogouvernance, elle appartient à un individu, mais elle appartient à l'équipe aussi. Elle appartient au système de l'organisation. Donc, comment est-ce que ça se traduit dans des politiques pratiques et des agissements à tous les niveaux, c'est important, versus être à nos automates. Et donc, ça vient vraiment travailler tout le concept de l'équipe comme un système interdépendant d'aptitude et de dynamique. J'utilise le mot technique ici, systémique, parce que la définition de système ou de systémique veut dire que l'ensemble des choses, les acteurs produisent plus qu'elles-mêmes. D'où vient le 1 plus 1 égale plus que 2? Ça veut dire, par exemple, si j'ai une horloge, puis j'ai toutes les pièces d'horloge sur ma table de cuisine, qui sont une à côté de l'autre, puis qui sont pas assemblées, ben, j'ai des pièces d'horloge, c'est pas un système. Ça produit rien en ce moment. Mais si je l'assemble, ben, et ça crée une horloge, ben, le système donne le temps. Ben, c'est la même chose avec une équipe. Quand elle est bien assemblée au-delà des compétences qu'elle a besoin pour justement avoir des éléments de circulation des talents et d'être capable d'initier, de produire, de donner du feedback constructif et d'être aligné et de s'intégrer en fin de compte dans toutes les liaisons qui incluent les idées, les process puis les gens. Ben là, on a un système qui est productif, qui produit plus qu'elle-même. Et c'est ça qu'on appelle de la performance. Et c'est là que quand on est dans nos aptitudes et on aime le faire, puis on est en apprentissage, ben ça devient durable. D'où vient le mot leadership durable ou performance durable. Donc, si on continue, ben en fin de compte, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est mobiliser ces intelligences collectives. Puis si on regarde tout l'aspect de l'industrialisation dans les phases 1, 2, 3, 4, puis on est dans la 5e phase. Il y a des gens qui diraient que c'est la phase 4.0 devient 4.1, la phase où devient 5. Bref, le constat, c'est, oups, on a oublié l'humain. En fin de compte, on a poussé de la technologie versus de mettre la technologie au service de l'humain. Puis justement, avec l'introduction de l'IA, je pense qu'il faut hyper humaniser son utilisation. Et il y a des techniques et des façons de le faire parce que ça apporte de la productivité, justement pour peut-être enlever certaines tâches qui sont moins ingrates de façon à
vraiment utiliser cette capacité cognitive qu'on a et de travailler en équipe pour créer de la co-construction ensemble. Donc, bref, cette approche nous apporte une capacité de résoudre des problèmes de plus en plus complexes et ensemble, on est plus fort. Donc, ça, c'est la qualité décisionnelle. Et par exemple, si on prend une photo d'un comité de direction ou un CA, on peut mapper en fin de compte les risques où il y a des tendances vers certains types de décisions ou certaines directions ou des trous dans la raquette qui veulent dire que, en fin de compte, c'est des blind spots ou des places où ce qu'on est un peu aveugle. Et ça peut se faire. Puis c'est drôle à dire parce que des fois, on dit, ben, si j'ai 3, 4, 5 personnes, j'ai fait des conseils d'administration qui avaient jusqu'à 12 personnes, puis on trouvait 2 à 3 trous dans la raquette systématiquement dans la collectivité. Et avec ça, il était mieux capable d'adresser ou d'aborder des problèmes plus complexes. Bref, l'innovation se gère, c'est pas nécessairement naturel pour l'humain. On le prend acquis pour dire, ben, on aime commencer des choses, puis il y en a qui ont plus d'appétence ou d'intérêt pour ça. Mais on est tous humains, donc on a tous besoin de cet élément-là de stabilisation, même si on est fonceur à un certain degré. Donc, l'innovation se gère d'une façon de comment qu'on l'intègre en fin de compte dans un rôle et aussi dans une équipe et dans l'organisation. Parce que si on a toujours le nez dans le guidon à performer et à livrer pour la semaine, le mois, le trimestre, ben, on va faire comme beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises font. On va rentrer vraiment dans un carcan que c'est le chiffre de la rentabilité court terme qui compte. Et ça fait en sorte qu'on fragilise nos entreprises. Puis ça va faire comme Bell Canada a fait la semaine dernière. Ils ont laissé aller 10 000 personnes d'un coup. Pourquoi qu'on gère comme ça? Pourquoi ça n'a pas été un système continu de performance? Ben parce que c'est une approche comptable, c'est une approche économique, c'est une approche ingénierie de 1900 en fin de compte, d'aller avec des grands cycles de gestion versus du peaufinement adapté à tout moment. L'inclusion est un accélérateur. Puis quand je parle d'inclusion, il y a certaines personnes qui peuvent penser au EDI, puis d'avoir des éléments où ça peut être le genre, ça peut être les races, etc. Moi, je parle ici d'inclusion de mindset, d'avoir des perspectives représentées. Et quand on a ces perspectives-là, on est plus inclusif. En fin de compte, on est mieux capable de résoudre des problèmes et prendre les meilleures décisions ensemble. Donc, encore ensemble, on est plus fort. Donc, comment qu'on crée les conditions pour travailler ensemble? Puis de passer des mots à l'action, donc le walk the talk, c'est un des éléments fondamentaux qui est souvent brisé, où ce qu'on dit des choses, on a des valeurs sur notre site web, mais quand ça vient à un moment difficile, ben, on est en train de prendre des décisions qui sont contraires à ces éléments-là. Donc, on parle aussi de cohérence qui est primordiale et de mieux comprendre nos hypothèses. Puis un petit truc ici, c'est moi, j'ai jamais écrit une politique ressources humaines qui n'a pas la première ligne. Pourquoi cette politique existe? Parce que le fondement de cette politique-là a une raison. Puis parfois, cette raison devient caduque, mais la politique reste, puis personne n'a la mémoire de pourquoi qui est là. C'est pour ça que les livres de politique deviennent très grands, épais et non utilisés, puis ils accumulent la poussière sur une tablette à quelque part parce qu'ils sont pas vivantes. Donc, la minute qu'on met qu'on dresse, et c'est cette même chose-là qu'on peut faire au niveau des rôles. Je n'ai jamais créé un rôle sans avoir la raison d'être de ce rôle-là et comment ce rôle-là est relié à la fonction et aussi relié essentiellement à, à l'organisation. Donc, il y a un élément organique là de vraiment comprendre les hypothèses et vraiment de créer cette cohérence-là entre les morceaux. Question, commentaire? Beaucoup d'informations. Parfois, je parle un peu vite, mais je pense que c'est aussi enregistré. Donc ici, les pistes de solutions, ben, les aptitudes versus compétences et les différenciateurs, c'est un des gros éléments à apprécier. Je ne vais pas rentrer très long ici, mais le savoir-faire, on surutilise les compétences. Ça, c'est l'expérience et le CV. Imaginez-vous aussi qu'on demande aux gens de faire preuve qu'ils ont déjà fait la job et de démontrer leur capacité pour leur donner la job. Alors, et on dit, ben, en fin de compte, qu'on veut apprendre dans un rôle. Alors, il y a comme déjà là un élément en conflit souvent. Puis on le voit avec différentes organisations qui mettent trop d'emphase, en fin de compte, sur des compétences, qui démontrent, je veux 5 à 7 ans d'expérience sur X, quand X demain va changer. Et je donne un exemple très concret avec un de mes clients. En fin de compte, leur meilleur programmeur qu'ils ont jamais embauché, c'était quelqu'un qui avait jamais fait de la programmation, mais il avait une grande appétence pour le faire. C'était une personne DevOps avec une grande capacité d'apprentissage. Il a appris à programmer en 2 semaines
il suivait l'équipe en 6, puis il était parmi les seniors à l'intérieur du premier 12 mois. Puis on dit qu'on était en pénurie de main-d'œuvre. Ben, c'est à cause qu'on cherche toujours les gens avec 5 à 7 ans d'expérience qui l'ont déjà démontré, à place de regarder ceux qui ont le potentiel à. Et ça, c'est un petit truc, je crois, pour les entreprises. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, moi, je crois qu'on a une pénurie de gens carrés à mettre dans des boîtes carrées. Et donc, encore l'aspect de casser les boîtes, c'est de regarder ça. Aussi, le savoir-être, ça, c'est quelque chose qu'on traite souvent, donc on est plus habitué. Puis j'aimerais parler plus du savoir durable. Il y en a plusieurs. Il y a les aptitudes qui sont nos zones de génie. Donc, c'est pas ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Et souvent, les gens, dans leur CV, savent même pas. Je rencontre du monde qui savent même pas c'est quoi leurs aptitudes. On les découvre avec le temps parce qu'on a un cadre économique qui fait en sorte que on se rentabilise en faisant ce qu'on a déjà fait, mais on est dans un monde qui change constamment. Alors, il faut changer nos vocabulaires, aller chercher des des nouvelles bases sur lesquelles on sélectionne. La capacité d'apprentissage, c'est pas juste un QI, mais c'est cet élément-là de comment qu'on apprend et évolue ensemble. Cette capacité d'autorégulation qu'on pourrait mettre dans le savoir-être, mais le savoir-être, pour moi, c'est pas juste de le savoir, c'est de le mettre en pratique à tous les jours. Donc, cette pratique de leadership, c'est pas parce que vous êtes CEO que vous êtes un leader, c'est pas parce que vous êtes premier ministre que vous êtes un leader, c'est deux choses différentes. Une, c'est une boîte, une fonction. L'autre, c'est la pratique et que ça soit reconnu par les autres, qui serait plus ma définition de c'est quoi un leadership durable ou un leadership dans sa pratique. Et la capacité de co-création, parce qu'un plus un égale plus que deux. Petit élément de conscience. On est conscient 5 du temps. Donc, ici, on ne rentre pas dans la perfection, on dit j'essaie d'aller à 95 ou à 100 Si on peut aller de 5 à 6 d'être conscient, c'est ça le leadership durable, c'est ça d'être dans la pratique. C'est une augmentation cognitive de 20 Wow, c'est gros ça. En fin de compte, si on regarde beaucoup de sportifs de haut niveau, ceux qui sont à 20 meilleurs que les autres sont considérés à des niveaux superstars, que ce soit dans le baseball, le football, le golf, quasi tous les sports, on a cette même équation-là. Donc, en fin de compte, il faut mettre en perspective ce qu'on a ici, cette capacité cognitive d'être dans l'action cohérente, 20 de plus. Il faut s'entraîner pour ça, on peut le faire, mais c'est vraiment le bout de l'iceberg qui est à découvrir. C'est tout ce qui est sous l'eau ici. Donc, le comment encore, c'est tous ces éléments-là qu'on apporte ici, de briser les boîtes sur nos pensées dominantes. Alors, c'est de s'observer, nous, individuellement, nous, collectivement, dans nos équipes, dans nos projets, dans nos comités de direction et nous, dans nos organisations. Un exemple concret, c'est de base qui est très banal, c'est pourquoi est-ce qu'on a 35 heures de travail, 37,5 ou 40. Moi, je connais plusieurs organisations qui ont enlevé cette nuance-là. Et sur 20 ans d'expérience, sans cadrer le monde sur le nombre d'heures, c'était plus ou moins à 38,25 heures par année à plus ou moins 0,1. Ça voulait dire que les gens, naturellement, dans cette entreprise-là, on parle d'une entreprise qui avait un centre d'appel puis des ingénieurs, 120 employés, avec une expérience de 10 ans, les gens laissés à eux-mêmes ou ce qui performait naturel, c'était ni 35, ni 37,5, ni 40, mais c'est nos vieux systèmes de paye, en fait, compte, puis des règles ressources humaines qui disent, ben, il faut que tu viennes au bureau 40 heures ou il faut que tu sois disponible 40 heures pour chauffer une chaise. Pourquoi pas regarder comment que chaque individu, chaque équipe crée de la valeur et quel écosystème qu'on peut mettre en place. Exemple concret, une de mes entreprises avait mis une politique ressources humaines qui disait que tout le monde devait être disponible virtuellement de 10 heures à 13 heures, mais leur meilleur architecte, lui, il aimait aller marcher sur le canal de la Chine à l'heure du midi pour clairer sa tête et résoudre certains problèmes. Alors lui, entre midi et 1 heure, s'il pouvait faire ça, il apportait de la valeur, mais la politique disait qu'il fallait qu'il soit disponible. Alors, ça enfreignait une capacité de. Alors, est-ce qu'on peut avoir ça? C'est un bon exemple d'avoir un standard organisationnel qui est peut-être mal adapté. Donc, ce qui est vraiment important, ce que vous m'avez entendu dire ici, c'est que j'ai jamais vu un défi dans l'organisation qui est à un seul niveau. Quand on a un problème, Michel, on a un problème avec un individu, il y a des aspects d'équipe, il y a des aspects de l'organisation. Quand on a un problème avec l'équipe, il y a des individus dans une équipe, il y a des aspects de l'organisation. Puis quand on a un problème d'organisation, aussi à tous les niveaux. Donc, il faut faire le 360 à tous les niveaux. C'est l'autre truc à dire, plutôt que juste d'essayer de dire, ben, on a un problème avec Johnny ou Marie. C'est pas nécessairement un problème avec Johnny ou Marie si on commence à le comprendre. Ici, souvent, on parle de vouloir des résultats. C'est pour ça qu'on va parler d'un écosystème vivant au niveau d'un individu dans une équipe et une organisation. Et donc, en le regardant,
et en regardant l'avantage concurrentiel que vous créez à tous les niveaux, en partant avec votre raison d'être d'entreprise, puis en le décortiquant pour chacune des fonctions. On cherche des résultats, mais pour ça, ça prend une base de confiance. Et souvent, ça, c'est détruit parce que les bottines ne suivent pas les babines. Puis pour vraiment gravir, en fait, compte vers les résultats, il faut harmoniser les pratiques. Puis ça, c'est vraiment faire un alignement de la cohérence sur comment qu'on travaille ensemble et de regarder comment qu'on le fait. Et dans les petites entreprises en démarrage, ben d'habitude, le comité de direction puis les fondateurs sont le processus et ça grandit à des différentes phases où l'entreprise casse, excuse l'expression, mais à l'entour du 10-15 employés, ça va casser parce qu'on commence à déléguer. À l'entour du 25 à 75, il faut plus industrialiser. Puis à l'entour du 150, il va y avoir un autre pivot à faire dans les côtés de façon comment qu'on gère à tous les niveaux qui va être adapté. Alors, c'est harmonisé. Puis dans l'harmonisation, je parle souvent de conflits constructifs. Il faut rétablir cet élément-là. Je vais en parler dans un moment aussi. C'est qu'il y a des mots qu'on utilise qui sont parfois, ou ce qu'on a comme des allergies ou des inconforts avec. Puis parfois, il faut peut-être les redéfinir. Du conflit, c'est pas mauvais tant que c'est constructif. Alors ça fait part. Pourquoi j'utilise le mot harmonisation? Ça veut dire d'être toutes sur la même page, mais ça ne veut pas dire d'être toutes des personnes qui disent oui à tout non plus. Alors, cette partie d'harmonisation, c'est vraiment de travailler les éléments de conflit pour en venir avec un écosystème où ce qu'on est plus fort ensemble. Ça ne veut pas dire que on a tous la même opinion. L'engagement après, qu'on vient souder ensemble, et ça veut dire aussi mettre les bonnes personnes dans les bons sièges au bon moment. L'imputabilité à partir du why pour l'entreprise avec le comité de direction pour que ça soit aligné à tous les niveaux de fonction. Puis après ça, les résultats. Petite citation de Marc Blais que j'apprécie beaucoup, qui dit quelle pensée as-tu? Puis cette pensée t'aide-tu? C'est juste deux petites questions qui sont vraiment intéressantes, mais pour faire le sommaire de ce que je vous propose, c'est comprenez vos hypothèses sur qu'est-ce que vous faites, pourquoi ce rôle existe, pourquoi cette politique existe, c'est quoi cette équipe existe, pourquoi, et de se réquestionner. Un employé part, c'est une opportunité pas pour remplir la boîte, mais de restructurer ou de structurer l'équipe pour les défis de demain. Donc, la structure va évoluer. C'est toutes des opportunités dans le changement et de le voir de cette façon-là plutôt que rouler les yeux et dire oh man, j'ai du travail à faire pour remplir une boîte. Alors, c'est un système vivant. Vos filtres, dans le coaching que je fais, on regarde, on a tous des biaisés. C'est pas un sale mot, c'est pas un mauvais mot. On est tous biaisés. On a tous nos saboteurs, on a tous nos rails. C'est de les comprendre, mais de le comprendre comment qu'on peut s'autoréguler plus de 5 à 6 à s'améliorer, d'être la meilleure version de nous-mêmes et aussi comment on peut s'entraider dans l'équipe et dans un contexte organisationnel qui est moins en dysfonction. Vos tendances, c'est nos automates d'en prendre connaissance. Puis votre ouverture à la réflexion, ça c'est le conflit constructif, encore au niveau individuel, mais aussi en équipe, de se permettre de se challenger. Encore, c'est pas un sale mot, c'est pas un mauvais mot. Et là, je fais des exercices Start, Stop, Go, les choses qu'on devrait commencer à faire, arrêter de faire et continuer à faire pour nous renforcer. Mais c'est une petite question qu'on peut faire un check-in à toutes les semaines. Moi, je l'ai fait les vendredis, début d'après-midi, pour me poser la question puis m'orienter dans est-ce qu'il y a des décisions que j'ai pas prises cette semaine? Qui sont importantes à faire. Y a-t-il des suivis puis préparer la semaine prochaine? Donc, juste des petits exemples. Je pense que François, tu utilises aussi beaucoup une formule incroyable et simple qui dit souvent fois beaucoup égale un certain impact. Je pense pas que je l'ai exactement, mais c'est cet élément-là de quand on a les résultats de ce qu'on pratique, si on le fait beaucoup et souvent, c'est ces petites pratiques-là à tous les jours qui vont nous changer notre façon cognitive de travailler. Un petit article qui vous est disponible sur mon site rhservice.ca. Si vous voulez y aller, c'est gratuit, en plus du e-book. Donc, c'est un deuxième cadeau que je vous offre ici, qui est appelé Pourquoi votre prochain employé pourrait être un agent IA. Et c'est vraiment ici d'embarquer dans le processus d'utiliser des outils qui vont nous libérer pour être plus humains dans nos organisations et investir le temps avec les humains parce que le travail plus récurrent, répétitif, peut être fait par d'autres agents
Et mon expérience personnelle, s'il y a des jours, j'étais à 2x, 3x, 10x en termes de qu'est-ce que je suis capable de produire et justement me permet de faire plus les connexions humaines, des connexions dans les idées, puis les connexions dans les process, puis l'amélioration, être en contact avec ma clientèle et à faire des conférences comme celle-ci pour être plus disponible pour mes clients. Et si vous voulez me contacter à LinkedIn, et avec ça, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'à l'ère du numérique, les problèmes d'absentéisme et de présentéisme augmentent ou changent? Comment le leadership durable peut-il aider à faire face à cette problématique? Merci pour la question, extraordinaire question. J'ai manqué juste le début puisque mon casque a bloqué, mais on parle d'absentéisme, présentisme. Justement, en fait, compte, il faut comprendre c'est quoi les malaises derrière tout ça. Les études ont souvent montré, en fait, compte que c'est l'interaction entre le superviseur immédiat et la personne qui crée, en fait, compte, le plus grand élément d'engagement pour une personne plus que d'autres facteurs comme la paye ou autre, qui est souvent, je crois, d'après les études que François, tu m'as montré, qui est 8e dans la liste Oui. des choses. Donc, en fin de compte, c'est quoi qui manque? Ben, c'est que moi, je travaille beaucoup avec des entreprises dans les services professionnels ou dans la technologie où ce qu'on a des gens qui sont peut-être plus des analystes et donc plus confortables dans leur bulle personnelle qu'en interaction humaine. Alors, justement, il faut réapprendre à apporter des outils très simples à cet élément-là de rapporter la conversation et de faire des éléments. Juste la semaine dernière, j'avais une cliente qui dit, Michel, j'ai un problème avec une employée, puis elle s'en allait directement dans le 1, 2, 3 de la performance et tout. Puis on a reculé un petit peu pour dire, est-ce que tu as fait la base, que la personne est claire dans son rôle, est claire dans ses responsabilités? En dans de 24 heures, elle lui avait parlé, puis elle a dit, effectivement, j'ai carrément oublié ou je l'avais pas faite, ou je l'ai faite, mais ça avait été interprété. Et puis c'est une entreprise qui venait juste de restructurer leur fonction. Et donc, la personne n'était pas claire dans leur cadre. En fait, compte, le symptôme ou le malaise, c'était du présentéisme. La personne était un peu partout, puis livrait pas nécessairement dans les échéanciers. Alors, c'était un élément de qu'est-ce qui est important. Alors, ce qui était important pour l'entreprise, ce qui était important pour la fonction, c'est quoi les priorités, et pour la personne. Et en fait, compte, on a mis un petit processus que je mettais dans le passé avec le post-it. C'est quoi mes 3 priorités aujourd'hui? C'est et les cadrer dans la priorité de la semaine, puis la priorité dans le mois, puis parfois dans la priorité du trimestre. Donc, c'est encore ce contexte-là pour un individu. On parle ici d'adultes et de gens performants à cet élément de focus-là. J'ai un autre client au niveau organisation. En fait, compte, ce qu'il a fait pour enlever le bruit, c'est qu'il a donné une seule étoile du Nord pour l'équipe. Parce qu'en fin de compte, des fois, on demande 4-5 choses. Puis quand on demande 4-5 choses, qu'est-ce qui arrive? Et en fait, compte, c'est un des trucs aussi quand on commence à designer les jobs. Alors, pour le côté de présentisme et tout, on revient à cette base-là. C'est quoi l'attitude de la personne vis-à-vis aussi son rôle vis-à-vis de l'équipe? Quel type d'équipe est-ce qu'on a? Si on a des équipes introverties ou extroverties, juste pour utiliser juste ce facteur-là, on va les aborder différemment d'une façon où c'est une équipe mixte de qui connecte moins et comment souder ça ensemble. Et c'est drôle, en fin de compte, c'est que souvent, le gestionnaire dit, ben, j'ai pas les méthodes, parfait. Parle-en ouvertement avec ton équipe. Le but ici, c'est de soutenir l'équipe à trouver ses solutions. Parce que le vieux carcan, c'est que le boss a raison, puis c'est une pyramide, et on dicte. Ça, c'est la structure organisationnelle de 1900 dans l'industrialisation. Dans l'humain à l'humain, c'est qu'on a une intelligence collective et moi, comme personne qui est là pour vous soutenir, comment est-ce que je peux le faire? Donc, j'ai plus besoin d'essayer de me prétendre. Et ça rentre des fois dans l'ego de dire, ben non, je suis le boss et tout. Puis on a été programmé comme ça. Même à l'école des MBA qui dit il faut POCD, Plan, Organize, Direct and Control. Ça veut dire il faut diriger et contrôler. C'est le vieux méthode. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre les décisions, mais ça veut dire que ensemble, est-ce qu'on peut se consulter et dire, OK, comment qu'on a besoin de ça pour l'équipe et comment qu'on a besoin de ça pour l'individu. Et d'ailleurs, c'est exactement ces mêmes questions-là que j'utilise pour l'intégration du IA dans les équipes pour que ça soit adapté parce que c'est pas une question de pousser de la technologie, c'est une question d'adoption d'un changement. Et le changement, on peut le pousser ou on peut tirer et soulever.
Alors, je pense que tout cet élément d'engagement, c'est un re-questionnement de la base. Et je dirais que souvent, un des symptômes que je vois, c'est vraiment on est dans la confiance, que la direction dit une chose, puis ils font carrément l'autre. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci aussi aux participants. Bon, on avait une question des plus pertinentes à l'écran, puis il y a d'autres commentaires que je te partagerai par la suite, mais c'est de l'appréciation sur la présentation. Donc, pour revenir à deux, trois petits points que tu as soulevés, je pense que la prise de conscience, élever son niveau de conscience est hyper important ici. Puis moi, j'utilise une expression passer d'un statut de pleine conscience à un statut de pleine confiance. Puis tu soulevais la confiance en soi, puis la confiance dans ses équipes, puis la confiance de l'équipe aussi à travers tous les processus envers l'organisation, envers les leaders dans l'organisation. Également, un autre point que tu as soulevé, puis ça me fait rebondir sur l'importance. On parle d'innovation, mais l'importance de l'innovation, parce que l'innovation, souvent, puis c'est bien de le faire, est axée, orientée sur la croissance, sur le développement, sur la performance, mais c'est aussi d'instaurer un climat d'innovation dans notre leadership pour favoriser un leadership qui est plus humain, puis un leadership là, qui va être durable, qui va nous permettre de passer à travers le temps. Et la fameuse petite équation, Michel, là, que tu essayais de te souvenir, c'est petit multiplié par souvent donne beaucoup. Merci. Donc, toutes les petites actions, les petits gestes qui sont mis à répétition, comme les gens qui s'entraînent pour les Olympiques. Donc, on ne gagnera pas une seconde comme ça là, sur un concours olympique, donc sur une compétition de natation ou autre. On va gagner des fractions de seconde, mais c'est toute la répétition des gestes qui fait qu'on peut s'améliorer puis avancer. Et ça, c'est c'est bon dans toutes les sphères de l'entreprise. Donc, Minou qui se présente. Allez, frileuse. C'est bon. Donc, encore une fois, un immense merci. Sur la présentation, vous avez pu voir apparaître, même encore, je le vois à l'écran, un code QR qui vous permet de venir chercher le cadeau que Michel vous laisse. Également, il y avait un autre code QR pour une info ou du moins un article que Michel vous laisse aussi. Je vous invite, pour celles et ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de voir l'ensemble des webinaires, où il y a certains webinaires que vous voulez revoir, donc sur la plateforme du sommet virtuel, la page web, sommet virtuel de l'entrepreneuriat, du reprenariat. Vous pouvez voir et revoir tous les webinaires qui ont eu lieu et c'est valide jusqu'au 30 novembre prochain. Après le 30 novembre, cette page-là n'existera plus. Donc, profitez-en. C'est un bon moment pour y arriver. Également, encore une fois, un immense merci à Broco Marketing et GB Studio qui sont fiers collaborateurs et qui sont excellents dans tout le travail qu'ils font pour rendre disponible, le contenu exceptionnel qui sont livrés de par l'ensemble de nos conférenciers. Encore une fois, merci beaucoup, Michel, et merci aussi à vous tous et vous toutes de votre assiduité sur ces conférences. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.